Personne n'a parlé pendant plusieurs secondes. Même la toux de Clara s'est arrêtée d'un coup. Comme si cette phrase avait vidé l'air de la chambre. Léo tenait la clé dans une main, le papier dans l'autre. Ses jointures avaient blanchi. Enregistrée, sa voix n'était plus en colère. Elle était ailleurs, dans un endroit plus froid. Clara a fermé les yeux. Il enregistrait souvent, pour se couvrir, pour garder des preuves, pour tenir les autres. Élise a senti une nausée lente lui remonter jusqu'à la gorge. Oui, c'était bien Marc. Toujours un pas derrière la scène. Toujours un tiroir secret sous la table. Toujours une archive prête à devenir une arme. Léo a regardé la clé. Puis sa tante, puis sa mère. Le mot changeait tout et ne révélait rien. « Tu savais pour cette cassette ?» Élise a secoué la tête. Non, il la fixait. Longuement, comme pour décider s'il pouvait encore croire une seule de ses réponses. Cette fois, il a cru. Peut-être parce que sa peur à elle était trop visible pour être jouée. Clara a pris une respiration courte. Je l'ai découvert il y a 2 ans, en rangeant des papiers. Il me surveillait moins. Il croyait ma tête déjà partie. Elle a eu un sourire usé. Ça aide, parfois, qu'on vous pense fini. Léo n'a pas souri. Il a rangé la clé dans la poche intérieure de son manteau, le carnet bleu sous le bras. On y va. Élise a tourné la tête vers lui. Où? Au box. Maintenant. Il est presque 20 heures, a murmuré Élise. Et? Elle a regardé Clara. Sa sœur semblait épuisée. Les paupières lourdes, la bouche sèche. Pourtant, ses yeux restaient ouverts sur eux, comme si elle refusait de les laisser partir sans voir ce qu'ils feraient de la vérité. « Tu ne devrais pas sortir dans cet état, » a dit Élise. Léo a eu un rire bref. « Dans quel état ?» Il a avancé d'un pas. « Celui où j'apprends que ma mère n'était pas ma tante. Que ma mère officielle savait. Que mon père a enregistré le vol de ma naissance comme on filme un déménagement. » Il a baissé la voix. C'était plus terrible encore. « Dis-moi quand serait le bon état. » Élise n'a rien trouvé, parce qu'il n'y avait rien à trouver. Clara a bougé la main vers Léo. Il s'est approché malgré lui. Elle a touché sa manche, très doucement. « Ne va pas seul. » Il a fermé les yeux une seconde. Pas pour la repousser, pour supporter le contact. Puis il a dit « Je n'irai pas seul. » Et sans regarder Élise, il a ajouté « Elle vient. » Ce « elle-là » n'était ni tendre ni dur, seulement nécessaire. Dans le couloir des Tilleuls, ils ont marché en silence. À côté de l'ascenseur, un vieux monsieur dormait devant la télévision muette. Le monde semblait continuer à vivre dans une ignorance insultante. Dehors, la nuit avait pris la ville. Les vitrines jetaient des rectangles jaunes sur le trottoir mouillé. Léo marchait vite. Élise suivait à un demi-pas derrière, comme toute sa vie. Prêt, mais pas à la bonne place. Ils ont pris sa voiture, une vieille Clio qui sentait le tissu humide et la menthe. Léo s'est installé côté passager sans demander. Il tenait encore le carnet. Ses doigts restaient posés dessus, comme sur un animal blessé. Élise a démarré. Au premier feu rouge, elle a osé parler. Quand il te criait dessus, Léo a tourné la tête vers la vitre. Ce n'est pas le sujet. Pour moi, si. Il a laissé passer quelques secondes, puis a dit « Tu étais là parfois. » Un coup, net, précis. Pas parce qu'il accusait, parce qu'il constatait. Elle a serré le volant. « Je sais. » Non. Il s'est enfin tourné vers elle. Son visage n'était pas dur. Il était ravagé. Tu ne sais pas. Il a avalé sa salive. Parce que si tu savais, tu n'aurais pas pu dormir après. La phrase s'est enfoncée en elle avec une lenteur atroce. Elle a voulu demander ce que Marc avait fait. Jusqu'où? Combien de fois? Elle n'a pas osé. Par lâcheté. Encore. Ou peut-être parce qu'elle connaissait déjà la réponse essentielle. Pas assez pour appeler ça de la violence visible. Assez pour fabriquer une enfance qui marche sur des œufs. J'avais peur de lui, a-t-elle murmuré. Léo a hoché la tête. Moi aussi. Puis, après un silence. Mais moi, j'étais un enfant. Le feu est passé au vert. Élise a redémarré sans voir tout de suite la route. Elle comprenait enfin une chose simple. Terrible. Elle s'était raconté pendant 20 ans qu'elle restait près de Léo pour le protéger. Mais rester près n'avait jamais suffi. On peut aimer de toutes ses forces et laisser quand même quelqu'un seul au mauvais endroit. Le box se trouvait à la sortie de la ville, derrière une station-service. Un alignement de portes métalliques grises, numérotées en blanc, sous des néons qui bourdonnaient. Le gardien n'était plus là. Seulement une caméra au portail. Léo a sorti la clé. Sa main tremblait moins qu'à l'hôpital. C'était pire. Elle était devenue décidée. Ils ont trouvé le numéro 47.
Élise l'a reconnu avant même de lire. Marc louait déjà ce box quand il prétendait lancer un commerce de pièces automobiles. Encore un mensonge parmi d'autres. Léo a inséré la clé. Le cadenas a résisté, puis a cédé avec un bruit sec. Ils ont levé ensemble la porte métallique. Une odeur de carton, de poussière et de vieux plastique leur a sauté au visage. À l'intérieur, des étagères, des boîtes, un fauteuil déchiré, 2 valises, et au fond, une armoire basse fermée par un second cadenas. Léo a avancé. Élise a attrapé son bras sans réfléchir. Il s'est figé. Le contact a traversé les deux. Immense, interdit, naturel. Il a baissé les yeux vers sa main, puis vers elle. Pendant une seconde, elle a senti ce que son corps savait depuis 20 ans et que le monde lui avait refusé. Ce bras-là, elle l'avait porté. Ce geste-là, elle l'avait retenu 1000 fois. Elle a retiré sa main aussitôt. Trop tard. Le visage de Léo s'est fermé de nouveau. Pas complètement. Mais assez pour lui rappeler qu'une vérité n'efface pas l'habitude de la distance. « Tu as une autre clé » a-t-il demandé. Non. Il a cherché autour de lui. Sur une étagère, il a trouvé un marteau. Petit. Lourd. Élise a senti la panique monter. « Attends. Pourquoi ?» Parce que si Marc a su qu'on viendrait. Léo s'est retourné vers elle. Il sait déjà. À cet instant précis, une lumière rouge s'est allumée au-dessus de la porte du box. Très discrète, mais bien réelle. Élise a levé les yeux. Une caméra, juste au coin du plafond, tournée vers eux. Puis un téléphone s'est mis à vibrer dans la poche de Léo. Numéro inconnu, toujours le même. Léo a décroché. Il n'a pas mis le haut-parleur. Mais le silence du box rendait la voix de Marc parfaitement audible. « Si vous ouvrez l'armoire, » a dit Marc calmement, « vous verrez ce que j'ai gardé. » Un temps. Puis, avec cette douceur qui rendait tout plus sale. « Mais la cassette que vous cherchez n'est plus là. » Léo n'a pas raccroché. Il est resté immobile au milieu du box. Le téléphone, contre l'oreille. Le marteau dans l'autre main. La lumière rouge de la caméra clignotait doucement au-dessus d'eux. Comme un œil qui ne rate rien. Pourquoi nous montrer cet endroit si la cassette n'est plus là? La voix de Mars a glissé dans le silence. Parce qu'il y a autre chose. Léo a serré les dents. Quoi? Ce qu'elle ne t'a jamais dit sur les années après. Élise a senti son ventre se nouer. Pas la naissance, pas l'échange, autre chose, une autre zone de honte, une autre pièce fermée. « Ne l'écoute pas », a-t-elle murmuré. Marc a entendu, bien sûr. Il entendait toujours ce qui blessait le plus. Tu vois, sa voix s'est faite presque tendre. Elle recommence. Léo a coupé l'appel, d'un geste sec, puis il a levé le marteau. Le cadenas de l'armoire a cédé au deuxième coup. Le métal a claqué au sol. À l'intérieur, il n'y avait ni argent, ni armes, ni cassettes. Seulement des dossiers, des enveloppes, des carnets. Et sur l'étagère du milieu, une boîte en fer bleu, ancienne, avec des marguerites effacées sur le couvercle. Élise l'a reconnue aussitôt. Elle a cessé de respirer. Cette boîte, elle l'avait cherchée pendant des années. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Léo. Sa voix n'était plus tout à fait dure. Elle était méfiante. Ce qui était pire. Élise a avancé d'un pas. « C'était à moi. » Léo a ouvert la boîte avant qu'elle puisse ajouter un mot. À l'intérieur, des enveloppes serrées par des rubans. Blancs, bleus, rouges, certaines encore fermées, d'autres froissées. Toutes portaient la même écriture. La sienne. À elle. Sur la première, on lisait « Pour ses 5 ans ». Sur une autre, « À lui donner quand il demandera pourquoi il me ressemble ». Sur une troisième, « S'il tombe malade un jour, ouvre celle-ci ». Léo a levé les yeux vers elle, lentement, comme si son visage pouvait changer de forme sous la lumière. « C'est quoi ça ?» Élise a senti sa gorge se déchirer. Des lettres. Pour qui? Le silence n'a duré qu'une seconde, mais il a tout dit. Pour toi. Léo a reculé d'un demi-pas. Pas de peur, de vertige. Tu m'écrivais? Elle a hoché la tête, une fois, puis encore. Comme si son corps devait finir de dire ce que sa bouche n'avait pas su défendre. Tous les ans. Parfois plusieurs fois. Quand tu étais malade. Quand tu changeais d'école. Quand tu as cassé ton bras. Quand tu as eu 15 ans. Quand tu as commencé à me vouvoyer pour me faire mal. Sa voix a tremblé sur la dernière phrase. Léo a baissé les yeux vers les enveloppes. Ses doigts les ont frôlés sans les prendre. Pourquoi je ne les ai jamais vus? Élise a ri sans joie, un souffle cassé, parce que Marc les prenait. Le box a semblé se resserrer autour d'eux. Au loin, une voiture est passée derrière la grille, puis plus rien. Rien que cette boîte ouverte comme une blessure. Je te l'ai laissée chez lui. Au début, dans ta chambre.
puis dans ta boîte d'école. Puis je les donnais à Clara quand elle était lucide. Et elle disparaissait. Léo a secoué la tête. Pourquoi continuer? La question n'avait rien d'un reproche. C'était une vraie question. Celle d'un homme qui découvre qu'on l'a aimé autrement que ce qu'on lui a montré. Élise a regardé ses mains. Parce que j'avais peur que si j'arrêtais d'écrire, je finisse par accepter. Et je ne voulais pas accepter. Léo a ouvert enfin une enveloppe. Celle des 5 ans. Le papier a craqué doucement. Ses yeux ont parcouru les premières lignes. Élise a détourné le regard. Elle ne pouvait pas supporter de se voir nue dans son écriture. Mais elle a entendu sa propre voix d'autrefois dans le silence de son fils. « Mon petit, aujourd'hui tu as 5 ans. Je t'ai vu souffler tes bougies de la porte. Tu as ri avant de cracher sur toutes les flammes. Tu fais déjà ça quand tu veux qu'on ne voit pas que tu es ému. J'aurais voulu t'essuyer la joue. J'ai gardé la serviette en papier que tu as jetée. Pardonne-moi d'être la femme qui apporte les gâteaux au lieu d'être celle qui te borde. » Léo a refermé la lettre. Très vite, trop vite, comme si quelques lignes suffisaient déjà à faire trop mal. « Tu me regardais depuis la porte ?» Élise a fermé les yeux. « Quand on me laissait entrer. Et quand on ne me laissait pas, depuis le couloir. » Il a posé la lettre sur la boîte. Ses mains tremblaient maintenant. Pas de colère. Autre chose. Quelque chose de plus profond, plus ancien. Une fin. Pourquoi tu n'as jamais forcé? La question est tombée doucement, sans brutalité. C'est cela qui l'a détruite, parce qu'une question douce oblige à répondre sans défense. J'ai essayé. Léo l'a regardé. Elle a désigné les dossiers au fond de l'armoire. Regarde. Il a tiré une chemise cartonnée. Dedans, des copies de plaintes, des courriers d'avocats, des rendez-vous notés, un dossier de demande de garde, incomplet, barré d'un tampon rouge, rejeté. Puis une autre feuille, une déclaration signée de Marc. Il y affirmait qu'Élise souffrait d'instabilité émotionnelle après son accouchement, qu'elle avait abandonné volontairement l'enfant, qu'elle risquait de nuire à sa sécurité. Plus bas, une mention manuscrite. Clara confirme. Léo a blêmi. Elle a signé ça? Élise a mis du temps à répondre. Oui. Mais ce jour-là, elle était sous traitement. Et lui disait que si elle ne signait pas, on te placerait. Léo a serré la feuille si fort que le papier a plié sous ses doigts. Donc vous saviez tous. Non, a dit Élise, et ce mot a enfin eu la forme exacte de sa douleur. Je savais. Clara survivait. Marc dirigeait. Et toi, tu grandissais au milieu. Ce n'est pas pareil. Léo n'a pas répondu. Il a ouvert une deuxième lettre, puis une troisième, à 14 ans, à 17 ans, à 18 ans, à chaque fois la même retenue, le même amour empêché, le même mot qui n'arrivait jamais. Maman, Élise l'a vu comprendre. Pas tout, pas assez pour pardonner, mais assez pour sentir que le vide de son enfance n'avait pas été un abandon simple. Quelqu'un avait tiré des rideaux, encore et encore, et il avait grandi en croyant que derrière, il n'y avait personne. Léo a porté une main à sa bouche. Il fixait la boîte comme un homme regarde les années qu'on lui a volées. Puis il a demandé, très bas, « Et la dernière ?» Élise a su laquelle. L'enveloppe brune, au fond. Plus usée que les autres, jamais datée, jamais remise. Elle a murmuré, « Je l'ai écrite le jour où tu es parti vivre chez moi pendant 3 semaines. » Léo a froncé les sourcils. « Je n'ai jamais vécu chez toi 3 semaines. » Élise a senti le sang quitter son visage. Non, lui non plus ne le savait pas. Elle a regardé la lettre, puis lui, et elle a compris ce que Marc avait vraiment voulu. Pas seulement cacher, réécrire. Si, a-t-elle soufflé, tu as vécu chez moi. Tu avais 8 ans. Et après ça, tu as disparu pendant 2 jours. Léo a pâli. Quoi? Élise l'a regardé avec une peur neuve, une peur plus vaste que toutes les autres, parce qu'elle venait de comprendre qu'on ne lui avait pas seulement volé une mère, on lui avait aussi volé sa propre mémoire. Au même instant, son téléphone à elle s'est rallumé tout seul dans sa poche. L'écran s'est illuminé. Un message vidéo venait d'arriver d'un numéro inconnu. Une vignette noire. Et une légende. Commence par celle-ci. Tu le verras à 8 ans. Et Langui. Bam! Élise a sorti le téléphone de sa poche avec des doigts qui ne lui obéissaient plus. Léo s'est approché aussitôt. L'écran reflétait leurs 2 visages. Côte à côte. Enfin. Et trop tard. La vidéo a mis une seconde à charger. Puis l'image a tremblé. Un salon. Un vieux salon. Le papier peint jaune pâle, la lampe tordue dans le coin, le tapis brun avec une tache plus claire près du canapé. Élise l'a reconnu immédiatement. L'ancien appartement de Marc et Clara.
La caméra semblait cachée, posée derrière quelque chose. Le cadre coupait le bas de la pièce. Et puis, un enfant est apparu. Petit, maigre, en chaussettes bleues, 8 ans. Léo a 8 ans. Il tenait un bol dans ses 2 mains. Il avait ce visage sérieux que prennent les enfants quand ils se sentent responsables d'une ambiance qu'ils n'ont pas créée. Sa voix a traversé le box. Fine, douce. « Je peux dormir chez Tata ce soir ?» Élise a senti l'air quitter ses poumons. Sur la vidéo, on n'entendait pas d'abord la réponse, seulement un bruit de chaise, puis la voix de Marc. Calme, trop calme. Tu y as déjà passé assez de temps. L'enfant a baissé les yeux, mais chez elle, c'est tranquille. Un silence. Ensuite, un bruit sec, pas une gifle, une main sur une table, assez fort pour faire sursauter l'enfant. C'est pas toi qui décides. Le petit Léo a tressailli, puis il a murmuré quelque chose d'à peine audible. Élise s'est penchée, Léo aussi. La phrase est venue, fragile, brisée. Elle sent comme maman. Le monde s'est arrêté. Dans le box, dans les muscles d'Élise, dans le visage de Léo. Sur la vidéo, on a vu Marc se lever d'un coup. Il est entré dans le champ à moitié seulement, une chemise sombre, une mâchoire serrée, puis le visage de Clara, au fond, assise, les mains sur ses genoux, comme figée dans sa propre peur. « Ne dis plus jamais ça », a soufflé Marc. Le petit Léo n'a pas répondu. Il a juste serré son bol contre son ventre. Et alors la caméra a bougé, comme si quelqu'un l'avait prise à la main. Un souffle, un angle plus bas. Et dans le cadre, on a aperçu une autre personne, une femme, partiellement visible. Élise, debout dans l'entrée, le manteau encore sur les épaules, les lèvres serrées, trop loin, toujours trop loin. Elle disait « Laisse-le venir 2 jours ». Marc s'est retourné vers elle avec ce sourire vide qu'il gardait pour les moments où il gagnait déjà. Tu vois bien qu'il invente. Puis la vidéo a sauté. Image noire. Un bruit, un choc. La reprise suivante montrait le couloir, la porte d'entrée. Le petit Léo en manteau, tiré par le poignet, sa voix montait, cassée par les sanglots qu'il essayait d'avaler. « Je veux rester avec elle ». Élise a porté la main à sa bouche. Léo ne bougeait plus. Il regardait l'écran comme on regarde une chambre d'enfance après l'incendie. Sur la vidéo, sa propre voix d'enfant est devenue plus forte, plus nette. « Je veux rester avec maman ». Élise a fermé les yeux. Une seconde, pas pour ne pas voir, pour ne pas tomber à genoux. Quand elle les a rouverts, la vidéo montrait Marc de face, fou de contrôle. Pas de rage spectaculaire. Pire, une froideur appliquée. Il s'accroupissait devant l'enfant, lui prenait le visage entre les mains et disait très distinctement « Ta mère est malade. Tu n'as qu'une famille. Et si tu répètes ça encore, ta tante va disparaître pour de bon. » La vidéo s'est arrêtée là. Noir brutal, silence absolu. Dans le box, personne n'a respiré pendant plusieurs secondes. Puis Léo a reculé d'un pas. Ses yeux restaient fixés sur l'écran éteint, comme si l'image continuait derrière. Élise a voulu parler. Aucun mot n'est sorti. Léo a passé sa main sur son visage, très lentement. Pas pour essuyer des larmes, pour vérifier qu'il était encore là. « Je me souviens », a-t-il murmuré. Sa voix était si basse qu'elle a cru avoir mal entendu. « De quoi ?» Il a fermé les yeux. Son front s'est plissé, comme un homme qui essaie d'ouvrir une porte coincée de l'intérieur. D'une odeur, du savon, du bruit d'une cuillère dans une tasse, d'une couverture verte. Élise a commencé à trembler. La couverture verte, elle l'avait encore, pliée au fond d'une armoire, usée jusqu'au fil. Et après, il a secoué la tête. Après, plus rien. Il a ouvert les yeux d'un coup, et ils étaient pleins d'une douleur neuve, presque animale. Il m'a effacé. Élise a fait un pas vers lui, puis un autre. Cette fois, elle n'a pas réfléchi. Elle a posé une main sur sa joue, doucement, comme on touche une blessure qui pourrait se refermer ou s'ouvrir davantage. Léo s'est figé, tout son corps, mais il n'a pas reculé. Alors, Élise a laissé ses doigts là. 1 seconde, puis 2. Et dans un souffle brisé, elle a dit « Pardon ». C'était pas assez, ce ne serait jamais assez. Mais c'était enfin adressé au bon endroit. Pas au passé, pas à sa sœur, pas à elle-même, à lui. Léo a baissé la tête. Ses épaules se sont mises à trembler une fois, juste une fois. Puis il a attrapé le poignet d'Élise. Pas pour l'écarter, pour le tenir. Comme s'il fallait confirmer que cette peau existait vraiment. « Pourquoi tu ne m'as pas repris ?» La question a traversé tout ce qui restait de debout en elle. Elle a failli mentir encore, dire qu'elle n'avait pas pu, que les dossiers, que les juges, que Marc, tout cela était vrai et insuffisant. Alors, elle a dit la vérité nue.
Parce qu'un jour, j'ai eu peur que te reprendre te détruise plus que te perdre. Léo a relevé la tête. Son regard tremblait. Et tu as choisi pour moi. Elle a hoché la tête. Les larmes coulaient maintenant sans bruit. Oui. Et j'ai eu tort. Le box a gardé cette phrase entre ses murs, sans l'adoucir, sans la juger. Léo a lâché son poignet. Il s'est tourné vers les étagères, comme s'il avait besoin d'un objet, d'une tâche, de quelque chose à faire avec ses mains pour ne pas devenir seulement douleur. Il a fouillé dans une caisse, des classeurs, des cassettes audio, des copies de contrats. Puis, au fond, une enveloppe Kraft épaisse. Au feutre noir, un mot, urgent. Il l'a ouverte. Dedans, une ordonnance médicale ancienne. Un nom de médecin et 2 pages agrafées. Compte rendu. Observation post-traumatique de l'enfant. Élise s'est approchée. Léo lisait déjà. Ses yeux couraient trop vite. Puis se sont arrêtés net. Sa bouche s'est entr'ouverte. « Quoi ?» a demandé Élise. Il lui a tendu la feuille. Elle a lu la ligne encadrée en rouge. L'enfant identifie spontanément Élise Vasseur comme figure maternelle primaire. Rupture forcée, susceptible d'entraîner troubles durables. Elle a eu l'impression que le sol se dérobait. Un médecin l'avait écrit, noir sur blanc. Quelqu'un avait vu. Quelqu'un avait nommé le désastre. Et malgré ça, rien ne s'était arrêté. Sous la feuille, il y avait un post-it jauni, collé par Marc, d'une écriture raide, à conserver si elle recommence. Léo a laissé échapper un rire sans souffle, si elle recommence. Il a regardé Élise. Longtemps, puis la feuille, puis encore elle. Il avait peur de toi. Cette idée-là a traversé Élise comme un éclair. Pas d'elle comme femme faible, pas d'elle comme sœur docile, de ce qu'elle représentait malgré tout. Le lien premier, le vrai, celui qu'il avait passé sa vie à surveiller. Le téléphone d'Élise a vibré une nouvelle fois. Un autre message, toujours du numéro inconnu. Cette fois, pas de vidéo, seulement une phrase. Regardez derrière le fauteuil, Léo a levé les yeux. Au fond du box, le vieux fauteuil déchiré semblait n'être qu'un déchet oublié. Et pourtant, soudain, il avait l'air de cacher quelque chose. Léo s'est approché. Il s'est accroupi, a glissé la main derrière le dossier. Son visage a changé immédiatement. Il a tiré un petit magnétophone noir, ancien, rayé, et à l'intérieur, déjà inséré, une cassette étiquetée d'une date, 18 novembre 2001. Léo a levé lentement la tête vers Élise. Au même instant, la lumière rouge de la caméra s'est éteinte. Et une voix a retenti derrière eux, toute proche, presque à l'entrée du box. Cette fois, écoutez-la jusqu'au bout. Marc se tenait dans l'embrasure du box, plus maigre que dans les souvenirs. Le visage tiré, le teint gris. Son manteau flottait un peu sur ses épaules. Mais ses yeux, eux, n'avaient pas maigri. Toujours cette façon de regarder les autres comme s'ils étaient déjà rangés dans des cases dont il possédait la clé. Léo s'est redressé d'un coup, le magnétophone dans une main. L'autre fermé si fort qu'on voyait blanchir les jointures. Élise s'est placée entre eux sans y penser. Vieux réflexe inutile. Marc a eu un sourire fatigué. « Tu vois ?» Il regardait Léo. Pas elle. Elle fait encore ça. Léo n'a pas répondu. Ses yeux étaient fixés sur lui avec une intensité froide. Pas celle d'un fils. Pas encore. Celle d'un homme qui regarde enfin le centre exact de sa blessure. « Tu nous suivais ?» Marc a haussé une épaule. Je savais que Clara finirait par parler. Il a toussé. Une toux sèche, longue, qu'il a essayé d'étouffer dans son poing. Puis il a repris. Autant être là quand la mise en scène s'écroule. Élise a senti sa colère revenir d'un bloc. Propre, clair, plus nette que sa peur. « Tu appelles ça une mise en scène ?» Marc a tourné les yeux vers elle. « J'appelle ça 20 ans pendant lesquels personne n'est mort. » La phrase a claqué. Ignoble. Calme. Léo a avancé d'un pas. « Et c'était ton critère ?» Marc l'a regardé comme on regarde un enfant qui n'a toujours pas compris les règles. Tu étais nourri, logé, scolarisé. Tu manquais de quoi? Le silence qui a suivi a changé d'épaisseur. Parce que cette question-là contenait tout Marc, toute sa mécanique, toute sa pauvreté de cœur. Léo a baissé les yeux vers le magnétophone, puis les a relevés. D'une mère. Marc a eu un léger mouvement du visage. Pas de regret, une irritation, comme si l'émotion compliquait toujours les choses. « Tu en avais une? J'en avais 2, a dit Léo. Et tu as passé ta vie à les casser l'une contre l'autre. » Marc a voulu répondre. Léo a levé la main, pas un geste violent, un geste de coupure. Non. Maintenant, tu te tais. Il a regardé le magnétophone noir. Ses doigts tremblaient à peine. Il a appuyé sur lecture, un souffle,
un grésillement, puis une chambre d'hôpital a surgi dans le box, lointaine, blanche, étrangement vivante malgré les années. On entendait un chariot, une porte, puis la voix de Marc, plus jeune, plus pleine. Elle ne tient plus. Un silence. Ensuite, la voix d'Élise, méconnaissable et pourtant si proche qu'elle a senti ses jambes se dérober. Je m'en fiche. C'est mon fils. Le magnétophone crachotait un peu, mais pas assez pour masquer la vérité. Il y a eu un autre souffle, puis Clara, faible, brisée. Je veux juste qu'on arrête le bruit. Élise a porté une main à sa bouche. Elle n'avait jamais entendu cet enregistrement. Jamais. Sa propre voix revenait vers elle depuis le pire jour de sa vie. Marc, ne fais pas ça. Puis la sienne encore. Plus haute, plus panique. Ne lui mets pas l'enfant dans les bras. Léo a fermé les yeux. Une seconde. Juste une. Sur la bande, Marc parlait calmement, comme toujours. Tu n'as rien pour l'élever. Elle, au moins, a besoin de vivre pour quelqu'un. Un objet est tombé sur l'enregistrement. Un verre peut-être, puis un sanglot. Pas Clara, pas tout à fait. Élise a compris avec retard. C'était elle. Elle pleurait déjà comme quelqu'un qu'on enterre debout. « Je vais me battre !» disait sa voix. « Je vais le reprendre. » Un autre silence. Puis Marc. Net, dur, sans masque. « Alors je dirais que tu as perdu la tête. Je dirais que tu ne voulais pas de lui. Je dirais que tu saignes encore et que tu confonds tout. Et personne ne choisira une femme seule contre une famille. » Le box est devenu glacé. Léo n'ouvrait plus les yeux, comme s'il voulait mieux entendre. Comme si, pour une fois, il fallait laisser la vérité entrer sans image. Sur la bande, un bruit de drap. Puis Clara, dans un souffle cassé, Élise, pardon. Puis plus rien que des pleurs étouffés. Le magnétophone a continué quelques secondes. Un bourdonnement, un pas. Puis l'arrêt sec. Léo a coupé la lecture. Personne n'a parlé. Même Marc ne trouvait plus immédiatement sa posture. Il a baissé les yeux une demi-seconde. C'était peu, c'était déjà trop. Léo a rouvert les siens, rouges. Pas seulement de colère, de deuil. Un deuil en retard de 20 ans. Tu l'as fait. Ce n'était pas une question. Marc a relevé le menton. Sa voix est repartie vers ce ton de dossier, de justification, de bureau gris. J'ai évité le pire. Léo a eu un rire sans joie. Le pire pour qui? Marc a serré la mâchoire. Pour tout le monde. Clara n'aurait pas survécu. Elle n'a jamais vraiment survécu, a coupé Léo. Le coup a porté. Marc a cligné des yeux, puis s'est tourné vers Élise. Et toi? Dis-lui dans quel état tu étais. Dis-lui que tu n'avais rien. Dis-lui que tu serais revenu en rampant 6 mois plus tard. Élise a senti quelque chose se redresser en elle. Pas la jeune femme d'autrefois. Pas la mère empêchée. La femme qui n'avait plus aucune raison d'avoir peur. Non, sa voix était basse, stable. Je vais lui dire autre chose. Marc l'a regardée sans comprendre. Alors elle a avancé, jusqu'à être tout près. Assez près pour voir les taches de fatigue sous sa peau. Et cette odeur légère de médicaments que portent les corps malades. Je vais lui dire que j'ai été lâche, que j'ai laissé ta peur devenir la mienne, que j'ai cru qu'aimer en silence valait mieux que perdre en criant. Ses yeux se sont remplis, mais sa voix n'a pas cédé. Et que j'ai eu tort. Léo n'a pas bougé. Marc, lui, a regardé ailleurs, comme si la seule chose qu'il ne supportait pas, au fond, c'était une vérité dite sans lui. « Tu arrives tard », a-t-il murmuré. « Oui », Élise a hoché la tête. Trop tard pour son enfance. Mais pas trop tard pour que tu arrêtes de la salir. Marc a toussé de nouveau. Cette fois, il s'est plié légèrement. Sa main a cherché l'étagère pour se tenir. Léo l'a vu. Son visage n'a exprimé aucune pitié. Seulement une lucidité sèche. C'est pour ça? Marc s'est redressé lentement. Pourquoi? Les lettres, les messages, la cassette. Parce que tu meurs? Le mot est tombé au milieu du box avec une brutalité presque simple. Marc n'a pas répondu tout de suite. Puis il a eu ce sourire usé des hommes qui détestent qu'on nomme leur faiblesse. On me laisse peu de temps. Élise a fermé les yeux. La lettre. Je n'ai plus beaucoup de temps. Tout revenait se poser à sa place. Pas comme un repentir, comme une dernière tentative de garder la main. Léo l'a regardé longtemps. Puis il a dit « Tu n'es pas en train de réparer. Tu cherches juste à décider la fin. » Marc a voulu parler. Aucun mot n'est venu. Alors pour la première fois, Léo s'est tourné entièrement vers Élise. Pas vers sa tante, pas vers une coupable abstraite, vers elle, sa mère. Le mot passait encore difficilement dans l'air, mais il était là, entre eux, fragile, immense. « Je veux rentrer. » Sa voix avait changé, moins cassée, plus vide. Ce vide-là faisait peur.
Élise a hoché la tête. Léo a rangé la cassette dans sa poche, pris la boîte de lettres contre lui. Puis, avant de partir, il s'est arrêté devant Marc, très près. « Tu m'as volé des années. » Marc l'a regardé, immobile. Léo a poursuivi, « Mais la seule chose que tu ne pourras pas emporter, c'est ce que je vais faire des suivantes. » Et il s'est dirigé vers la sortie. Élise l'a suivi. Arrivée à la porte, elle s'est retournée. Marc n'avait pas bougé. Il semblait soudain plus petit dans la lumière sale du néon, plus vieux, presque déjà absent. Pourtant, avant qu'elle ne franchisse le seuil, il a dit « Il y a encore une chose que tu ne lui as pas dite. » Élise s'est figée. Son cœur a heurté sa poitrine une fois, fort. Marc a baissé les yeux vers la boîte de lettres dans les bras de Léo. Puis il a murmuré « Lis celle qui n'a jamais été datée. » Léo s'est arrêté. Le silence s'est tendu jusqu'à rompre. Il a ouvert la boîte, cherché l'enveloppe brune, l'a retournée. Et son visage a blêmi quand il a vu ce qui était écrit au dos, d'une main tremblée qu'Élise a reconnue aussitôt. « Si je meurs avant de le revoir, dites-lui pourquoi je suis parti cette nuit-là. » Léo a gardé l'enveloppe brune entre ses doigts sans l'ouvrir tout de suite, comme si le papier lui-même pouvait encore choisir ce qu'il allait lui prendre. Dehors, la nuit sentait l'essence et la pluie froide. Marc n'a rien ajouté. Cette fois, même lui semblait comprendre qu'il n'avait plus le droit de tenir la scène. Léo a fini par glisser un doigt sous le rabat. Le papier a cédé doucement. À l'intérieur, une seule feuille, pliée en deux. Il a commencé à lire en silence. Puis ses lèvres ont bougé, pas pour prononcer, pour encaisser. Élise regardait son visage changer ligne après ligne. Une stupeur d'abord, puis une douleur plus lente, plus intime. Quelque chose comme une pièce manquante qui retrouve enfin sa place au prix d'une blessure neuve. « Lila », a-t-il dit. Sa voix était rauque, presque absente. Élise a pris la feuille. Elle a reconnu son écriture immédiatement, cette écriture penchée qu'elle n'avait que dans les nuits d'épuisement. Et elle a lu « Mon petit, si tu lis ça un jour, c'est que je n'ai pas réussi à revenir assez tôt pour t'expliquer. Cette nuit-là, je suis parti pendant que tu dormais chez moi. Pas parce que je t'aimais moins, pas parce que j'avais changé d'avis, mais parce que Marc est venu avec une photo de Clara à l'hôpital. Elle avait voulu mourir. Il m'a dit que si je ne te rendais pas avant le matin, il dirait que je t'avais enlevé, et il jurerait que tu avais peur de moi. Il m'a dit qu'on te placerait le temps qu'on décide entre deux femmes instables. J'ai eu peur de te perdre pour de bon. J'ai eu peur que tu te réveilles dans une maison avec des inconnus. J'ai eu peur de tout, sauf de ce qu'il fallait. Alors j'ai choisi la pire chose possible. Je suis allé te reconduire pendant ton sommeil. Je t'ai laissé dans ton lit sans te réveiller. Je suis resté dans le couloir à t'écouter respirer. Et quand je suis parti, j'ai compris que l'amour pouvait aussi être lâche. Si je meurs avant de te le dire, sache une chose, je ne suis jamais parti de toi. Je suis seulement parti de cette nuit-là en me détestant assez pour vivre 20 vies. Élise a baissé la feuille. Ses mains tremblaient. Le box entier semblait écouter avec eux. Léo fixait le vide. Pas Marc, pas les cartons. Un endroit plus loin. Une chambre d'enfant peut-être. Un demi-sommeil. Une couverture qu'on remet sur un petit corps avant de reculer dans le noir. « Tu m'as reconduit pendant que je dormais ?» Élise a hoché la tête. Les larmes coulaient maintenant librement. « Oui, je t'ai porté jusqu'à la voiture. Tu avais la joue chaude. Tu dormais si profondément que j'ai cru, une seconde, que le monde me pardonnait. » Sa voix s'est brisée. « Et puis je t'ai couché chez eux. » Léo a fermé les yeux. Une douleur nue a traversé son visage. Je me souviens d'un escalier. Élise n'a presque plus respiré. Je croyais que c'était un rêve. J'avais ouvert les yeux une seconde. Il a posé une main sur sa bouche. Pas pour se taire, pour empêcher quelque chose de déborder trop vite. J'ai vu ton manteau. Élise a laissé échapper un sanglot. Petit, sec, comme un os qui casse enfin. Pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Elle aurait voulu répondre avec des phrases adultes, des mots raisonnables, des circonstances. Il n'en restait plus. Parce que si tu m'avais appelé maman, je n'aurais pas pu te reposer. Le silence a reçu la phrase sans la juger. Léo a tourné lentement la tête vers Marc. Son visage ne cherchait plus une explication, seulement un endroit où déposer sa dernière illusion. Tu savais qu'elle me ramenait en dormant. Marc n'a pas répondu. Ce n'était déjà plus utile. Tout son mutisme avait la forme d'un aveu. Léo a fait un pas vers lui, puis un autre. Pas menaçant,
décidé. Je ne te dois plus rien. Marc a voulu retrouver son ton, le vieux ton, celui qui classe, qui réduit, qui maîtrise. Mais il était trop tard. Léo, non. Léo l'a coupé sans hausser la voix. Tu ne prononces plus mon prénom comme si tu l'avais fabriqué. Marc a baissé les yeux, très légèrement. Élise a compris alors ce qu'était la vraie fin. Pas une punition spectaculaire, pas une chute de cinéma, seulement ça. Un homme qui voit enfin que le pouvoir qu'il a tenu toute sa vie ne traverse pas la vérité quand elle est dite en face. Léo s'est tourné vers elle. Longtemps. Ses yeux étaient rouges, fatigués, encore pleins de ruines. Mais il ne fuyait plus. « Tu viens ?» 2 mots. Rien d'autre. Élise a cru ne pas avoir entendu correctement. « Oui » a-t-elle soufflé. Ils sont sortis du box sans se retourner. Le portail a grincé derrière eux. La ville, au loin, continuait à lancer ses lumières comme si rien n'avait été déplacé. Dans la voiture, aucun des deux n'a parlé pendant les premières minutes. La boîte de lettres reposait sur les genoux de Léo, le magnétophone à ses pieds, le carnet bleu à côté. Toute une vie tenait soudain dans des objets trop petits. Au 2e feu rouge, il a demandé « Tu as gardé la couverture verte ?» Élise a serré le volant. « Oui. » Il a regardé devant lui. « Je veux la voir. » Elle a hoché la tête. Le feu est passé au vert. Ils ont roulé encore. Puis Léo a ajouté, toujours sans la regarder, « Je ne sais pas encore quoi faire de toi. » La phrase aurait pu tuer. Elle a pourtant ressemblé à une grâce, parce qu'elle n'était pas un refus. Seulement la vérité. « Je sais », a murmuré Élise. Quelques rues plus loin, son téléphone a vibré. La maison de retraite. Elle a décroché sur le haut-parleur. La voix de l'infirmière était douce. Encore. Toujours trop douce pour les nouvelles qu'elle portait. Madame Vasseur. Élise a compris avant la suite. Clara était partie. Quelques minutes plus tôt. Calmement. L'infirmière a dit qu'elle avait gardé les yeux ouverts vers la porte jusqu'au dernier instant, comme si elle attendait quelqu'un, ou le pardon. Élise a fermé les yeux une seconde, puis les a rouverts. La route restait là, obligatoire. À côté d'elle, Léo n'a rien dit. Mais sa main est venue se poser sur la boîte de lettres, plus fermement, comme on tient ce qui reste quand quelqu'un part. Arrivée chez elle, l'appartement sentait encore un peu le gratin oublié. Le canard en porcelaine était toujours sur l'étagère, ridicule et triste. Élise a ouvert l'armoire du couloir. Tout au fond, sous des draps, la couverture verte attendait. Usée, décolorée, toujours là. Elle l'a prise, s'est retournée. Léo la regardait, plus dur, ses traits, plus tendre, paupré, ses yeux. Comme si les deux avaient enfin le droit d'exister ensemble. Elle a tendu la couverture, il l'a prise, l'a portée contre lui. Et pendant une seconde à peine, il a fermé les yeux dessus. Comme un enfant, comme un homme, comme quelqu'un qui retrouve une odeur avant de retrouver une paix. Puis il a rouvert les yeux. Et dans ce silence-là, immense, fragile, il a dit « Maman, laisse-moi juste un peu de temps. » Élise n'a pas avancé, n'a pas parlé. Elle a seulement hoché la tête. Parce que pour la première fois depuis 20 ans, le mot était arrivé sans se cacher. Et que cette fois, elle n'avait plus besoin de le retenir pour l'aimer.